Bonjour et bienvenue pour un nouveau point presse de la FNSEA après une semaine très chargée. Cette semaine a été marquée par une communication en Conseil des ministres voulue par le président de la République pour faire le point sur la chaîne alimentaire, l'approvisionnement des Français et le coût de l'alimentation. Bien sûr, pour nos producteurs, c'était un rendez-vous important et participant à toutes les réunions des acteurs de la chaîne alimentaire, j'ai eu à cœur de faire valoir que les agriculteurs français qui sont au travail, qui assurent la production d'alimentation pour les consommateurs, puissent être rémunérés au bon prix, fruit de leur travail. Nous avons ainsi pu mettre en avant que tous les acteurs de la chaîne alimentaire ont fait un travail important. Ça a été salué par le ministre de l'Économie et des Finances. Les producteurs sont au rendez-vous dans les champs, maraîchages, dans les étables, dans tous les bâtiments, pour arriver à faire cette production indispensable à l'alimentation. Toutefois, un certain nombre de productions connaissent des vraies difficultés et il faut aussi l'avoir à l'esprit. C'est le cas notamment du secteur horticole, non alimentaire, mais très concerné aujourd'hui par l'effondrement du chiffre d'affaires. C'est le cas du secteur de la pêche, que nous suivons de près aussi. C'est le cas du secteur de l'agneau, qui avait un vrai rendez-vous avec les consommateurs au moment de Pâques. Nous avons fait un travail important avec les distributeurs pour qu'ils puissent mettre en avant les agneaux de Pâques et les chevreaux de Pâques. Nous ferons le bilan complet avec Michel Boudouin et la FNEC, Jackie Salinguerre et Franck Moreau très vite. Mais les premiers échos me disent qu'il y a eu des enlèvements d'agneaux dans des quantités correctes pour Pâques pour l'instant. C'est aussi le secteur des pommes de terre qui connaît un vrai effondrement. On mange moins de frites à la maison en consommation familiale et donc il y a des stocks très importants et une vraie difficulté pour trouver des stockages et des mesures de compensation et une fluidité du marché. C'est le cas aussi du canard qui est à l'arrêt, du foie gras, c'est le cas du pigeon, des cailles, bref, et j'en oublie peut-être, pardon, ces productions qui sont très choquées par les éléments de marché. Il faut dire que les consommateurs sont très changeants. Quand on voit les chiffres qui ont été donnés par l'ANIA cette semaine, ils font frémir. C'est plus 140% de demande sur la farine, plus 102% sur les légumes secs, plus 99% sur les pâtes, encore sur les pâtes. C'est vous dire si ces chiffres sont vertigineux. Et donc, dans le même temps, il y a eu un effondrement sur d'autres productions. Il y a eu un travail de mise en avant des asperges, des fraises qui a porté ses fruits. Et nous travaillons aussi pour que les prix soient au rendez-vous. Point régulier est fait avec les différents acteurs de filière sur ce marché intérieur. Nous sommes satisfaits de voir que le travail des agriculteurs est reconnu, que les distributeurs, eux aussi, ont accepté de plafonner leurs marges pour qu'il n'y ait pas de surchauffe pour les coûts consommateurs. Le panel Nielsen sort pour le mois de mars à plus 0,1% et le surcoût lié à l'achat de produits français en légumes et fruits n'est que de 12 à 15 euros par ménage par mois. C'est supportable, a dit Bruno Le Maire, et manger français, ça a un prix. L'autonomie alimentaire, c'est important, la sécurité sanitaire et alimentaire aussi. Ça, c'est bien de capitaliser ainsi, et nous saurons nous en rappeler pour l'avenir. Une question nous est souvent posée sur l'évolution de la consommation pendant cette crise sanitaire. Indéniablement, l'arrêt de la restauration commerciale et de la restauration hors domicile a occasionné un basculement important vers la consommation à la maison et a donc orienté beaucoup plus les consommateurs vers leur lieu d'achat pour le week-end. Faire 3 repas à la maison, ça nécessite d'acheter plus pour nourrir sa famille et ce sont des achats différents. Et ça s'est traduit par des chiffres extrêmement importants. Les magasins en proximité urbaine ont connu un essor de 28%. La proximité rurale, les magasins ont connu un essor de plus 39%. Et pour les drives, c'est l'explosion totale avec plus 69%. Les Français font moins souvent leurs courses. Moins 53% de passage en caisse en grande distribution. Mais le caddie moyen a augmenté, augmentation de 89%. Ça revient grosso modo au même, mais c'est une logistique très différente pour les magasins. Il y a eu aussi l'arrêt des marchés qui a occasionné deux choses. D'une part, plus de monde dans les supermarchés, et puis l'arrêt de fréquentation d'un certain nombre de petits commerces de proximité, les bouchers, les boulangers. Moins 30% de livraison de farine chez les boulangers, c'est extrêmement important et c'est pas bon pour eux. Il faut vraiment que les Français reprennent le chemin de la boulangerie, sinon dans 3 mois, le boulanger aura disparu. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est un changement de produits achetés. Plus de produits secs, de produits d'épicerie, des produits qui se conservent longtemps dans les placards, les pâtes, la purée, le riz, la semoule, les plats tout préparés, moins de produits frais ou des produits faciles à consommer, du beurre, de la crème,
du fromage râpé, il a dû y avoir plein de pâtes à carbonara qui ont été faites. Indéniablement, pour les industriels en amont, ça a représenté un changement considérable. Une forte augmentation aussi des œufs consommés, plus 30%. Et pour l'amont agricole, ça a été un vrai changement. Plus de produits bio, plus de légumes achetés directement en proximité et de fruits aussi, considérant qu'ils n'ont pas été touchés par les consommateurs, plus de plateformes. Je pense que cette crise laissera des traces aussi dans la façon d'acheter par les consommateurs. En tout cas, je sais que les grands distributeurs s'en préoccupent déjà. Que penser de cette évolution? Indéniablement, cette crise a rapproché les consommateurs de leur alimentation. Certains diront ils n'ont plus que ça à penser, ils ont du temps pour cuisiner, mais ils ont aussi mesuré combien c'était important d'avoir l'assurance d'avoir des placards pleins, un frigo plein et la capacité à mettre sur sa table tous les jours une alimentation saine, diversifiée pour faire plaisir à sa famille. Pour nous, agriculteurs, c'est très important qu'il y ait eu cette réconciliation. Longtemps, certains ont pensé que c'était seulement les distributeurs qui étaient en front office pour les consommateurs. Et puis peu à peu, on a montré que derrière les grands distributeurs, il y avait les industriels, il y avait les agriculteurs. Et le regain d'intérêt pour les circuits courts, pour les drives, pour les paniers, pour le bio, pour les produits locaux, la curiosité des consommateurs, la tranquillité qu'ils ont manifestée à pouvoir trouver agréablement ces produits-là, font qu'il y aura indéniablement des changements à terme. Et nous devrons saisir ces opportunités. Bien sûr, la réouverture de tous les marchés est aussi notre préoccupation, parce que là, c'est priver les consommateurs de ce plaisir-là. Tout le monde ne peut pas prendre sa voiture pour aller faire 10 ou 15 km à la ferme d'à côté. J'ai lancé cette semaine un appel aux maires, à tous les maires, pour vraiment qu'ils fassent un effort pour réouvrir les marchés de plein vent et les marchés couverts. Nous avons perdu trop de marchés. Il y a plus de 10 000 marchés en France, seulement 30% sont réouverts à ce jour. Le protocole sanitaire qui a été écrit, validé par 4 ministres, validé par le gouvernement, apporte toutes les garanties pour pouvoir justement créer les conditions nécessaires pour ouvrir son marché avec les règles de prévention. Une entrée, une sortie, du gel hydroalcoolique, des étals espacés, des consommateurs de plus en plus respectueux des gestes barrières qui viennent aussi avec des gants. Oui, vraiment, les citoyens ont compris. Et moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas davantage de maires qui demandent ces marchés-là. Je le dis pour les producteurs locaux, je le dis pour les bouchers, les charcutiers, forains, tous ces métiers qui commercent sur les marchés et que certains publics ont plaisir à retrouver. C'est pour ça que je le dis aussi pour les acheteurs, les familles, les personnes âgées, les gens qui habitent en centre-ville, qui ne peuvent pas se déplacer à l'extérieur en super ou en hyper et qui ont besoin de ces marchés-là pour faire leurs courses. C'est aussi un lieu social, un lieu de convivialité. Donc, je l'ai dit à M. Barouin, je souhaite que le message redescende et qu'on puisse avoir dans la semaine beaucoup plus de marchés qui vont pouvoir réouvrir. Le tandem maire-préfet est déterminant pour la réouverture des marchés. Je le précise, c'est bien le maire qui doit faire la demande, mais les préfets, aujourd'hui, si le protocole est respecté, n'ont aucune raison de refuser d'ouvrir les marchés. Nous l'avons fait préciser par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie. Nous avons aussi fait un point sur les grands marchés internationaux et notamment sur l'effondrement de la cotation de la poudre de lait qui nous préoccupe. Il y a le pic laitier, un changement profond de consommation en interne et puis cet effondrement de la cotation internationale de la poudre qui met péril sur la rémunération à terme du secteur laitier. Nous avons travaillé pour avoir des mesures au plan européen. Nous nous sommes aussi posé la question pour le secteur de la viande bovine, qui voit une augmentation forte de la consommation de hachés, mais un effondrement de la consommation de muscles, donc un déséquilibre matière très important. Vendredi dernier, nous avions publié un communiqué pour demander à l'Europe de considérer cette situation particulière. Nous savons très bien qu'en France, nous n'avons pas de budget à la hauteur. Nous devons compter sur le budget européen et sur les dispositifs européens. Le commissaire à l'agriculture n'a pas encore exprimé d'écoute, ou du moins n'a pas montré qu'il avait entendu nos demandes. Le ministre de l'Agriculture pousse et le fait que la ministre allemande ait demandé de la même façon est quelque chose qui nous convient. En bureau mercredi, nous avons fait le point sur les différents outils dont nous avons besoin pour justement avoir ces outils de régulation. Au plan national, au plan européen, ils sont de 3 ordres. Le stockage, la diminution des importations ou la dérogation au droit de la concurrence, telle que l'a proposé Anne Sander, et qui permettrait davantage de dialogue entre acteurs au sein des filières et des secteurs en interprofession. Nous sommes dans une situation de crise tout à fait caractérisée qui permet d'activer les articles 219 à 222 pour pouvoir intervenir. Il va donc falloir pousser fort. Nous avons décidé d'écrire au commissaire européen, bien sûr, à Thierry Breton également, de nous appuyer sur tous les députés européens, mais aussi sur
le ministre de l'économie et des finances, parce que pour beaucoup de sujets, les solutions seront européennes. C'est pour nous extrêmement important. Le secteur laitier a fait un choix courageux, une décision du CNIEL qui s'engage à vouloir réduire de 2 à 5% la production laitière sur le mois d'avril pour éviter un encombrement et donc éviter un effondrement des cours. C'est d'ailleurs une question qui nous est souvent posée. Qu'est-ce que nous préconisons pour ces filières qui sont en difficulté? Le courage interprofessionnel dans le secteur laitier, j'espère qu'il sera salué et couronné de succès avec une réponse favorable de la Commission pour amener la compensation pour les producteurs à 320 € tonne pour ce lait non produit. C'est juste du bon sens et éviter de connaître ce que nous avons connu en 2009 ou en 2015. Même demande pour le secteur de l'éthanol, avec l'encombrement que nous connaissons aujourd'hui, les voitures ne roulent pas, la baisse de la consommation d'éthanol est considérable. Là aussi, il faudra un coup de pouce et une aide au niveau européen pour éviter que cette filière s'effondre. C'est une filière d'avenir, elle était en plein essor pour des raisons économiques et écologiques, et il ne faudrait pas qu'elle se détériore de trop avec cette crise-là. La question des marchés internationaux interroge. Il y a beaucoup de troubles sur la fluidité des matières premières. Il y a des flux qui ne fonctionnent pas comme avant. On voit aussi la Russie, par exemple, retenir ses blés. On voit la crise qui touche les États-Unis et qui aura indéniablement des impacts forts. La crise économique et sociale générale qui est annoncée fait que certains observateurs prédisent moins 20% de flux commerciaux internationaux. Indéniablement, pour tous nos produits à l'export, c'est préoccupant. C'est vrai bien sûr pour les grandes cultures, c'est vrai pour les semences, c'est vrai pour la viande, dont l'export est capital pour un regain de prix. C'est vrai à peu près pour tous les secteurs. Donc beaucoup de préoccupations pour être en observation, en anticipation aussi, et être en mesure d'accompagner chaque secteur selon ses besoins avec les dispositifs les plus appropriés. Nous sommes souvent interrogés sur le fait qu'il puisse y avoir assez ou pas assez de travailleurs dans nos champs, dans nos maraîchages pour pouvoir récolter. C'est vrai que nous avons une dépendance aux travailleurs étrangers sur ces sujets. Le taux de chômage avait baissé, ces métiers sont souvent difficiles et nous n'arrivions pas à recruter via Pôle emploi suffisamment de monde. Et il faut le dire aussi, la main-d'œuvre espagnole, portugaise, Afrique du Nord, mais aussi la main-d'œuvre roumaine ou polonaise était très performante, très attachée à venir travailler en France et des vraies équipes étaient constituées. Aujourd'hui, il s'agit pour les employeurs de trouver des alternatives et via la plateforme des bras pour ton assiette et via tout ce que nous mettons en place, nous souhaitons vraiment trouver les solutions. À ce jour, nous avons suffisamment de gens qui se sont inscrits. Il faut que les employeurs se déclarent. Ce sont les ADEFA dans les départements qui feront la jonction entre les offres et les demandes. Et je sais qu'un certain nombre d'autres secteurs nous demandent aujourd'hui de pouvoir avoir quelques bras pour leurs usines ou pour leur logistique. Certains posent la question, qu'est-ce que la politique agricole commune à venir doit retirer de cette crise? Eh bien, ce que nous disons de façon très forte, c'est que ceux qui pensaient qu'on pouvait abandonner les outils de régulation ou l'encouragement à la production ou au stockage se trompent. Cette crise sanitaire grave montre bien combien il est nécessaire d'avoir des outils de stockage, de régulation, des outils d'intervention. Peut-être aussi remettre en question certains accords commerciaux sur l'aloyau, par exemple, ou sur le sucre du Brésil, ou sur les poulets du Brésil, quand il y a des crises comme celle-ci. Globalement, ce qu'il faut, c'est plus de réactivité, mais c'est aussi affirmer que l'alimentation est un secteur stratégique et que la politique agricole commune, le niveau européen, est le bon niveau pour la traiter et pour l'appréhender. Certains nous parlent déjà de sortie de crise. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour la sortie de crise? Ça me paraît prématuré parce que nous avons encore un prolongement du confinement. Par contre, nous commençons à travailler et à réfléchir. Et le CAF, le Conseil de l'agriculture française, se réunira tous les 15 jours sur une vision prospective et qu'est-ce que nous allons proposer, tant au niveau national à la personne qui a été chargée de cette prospective, M. Castex, que dans les départements où les préfets commencent déjà à interroger sur la sortie de crise et les propositions. Nous avons fait un travail important sur le dispositif d'accompagnement des entreprises victimes de la crise mise en place par l'État. Un certain nombre d'entreprises y ont déjà recours, notamment les entreprises viticoles, mais aussi les entreprises de l'horticulture, les entreprises du monde du cheval, qui se sont manifestées déjà. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent des chutes de chiffre d'affaires très importants. Et en parallèle, lors des réunions avec Bruno Le Maire, j'ai porté la difficulté de rentrer dans le critère baisse de 70% du chiffre d'affaires sur le mois de mars. Il a été ramené à 50%. Et là, nous militons pour que ce ne soit pas seulement le mois de mars qui soit la référence, mais que ça puisse être l'année entière.
Ça sera une solution pour ceux qui se sont installés récemment. Et puis comme le mois de mars 2019 était un mauvais mois en raison des événements Gilets jaunes, ça permettra à davantage d'entreprises agricoles que j'ai citées, de rentrer dans le dispositif. Nous n'oublions pas tout ce qui a été proposé par les banques avec le report d'annuité sans frais, tout ce qui est proposé aussi par la mutualité sociale agricole avec la possibilité de repousser un certain nombre d'échéances. C'est fait automatiquement, mais ceux qui veulent ou qui peuvent payer peuvent le faire. Et enfin, nous avons parlé aussi beaucoup cette semaine du sujet emploi. Nous savions que nous allions manquer de bras. La non-arrivée d'un certain nombre de travailleurs étrangers laissait présager une vraie difficulté à recruter. Nous avons lancé la plateforme des bras pour ton assiette.wizy.farm, qui est un véritable succès. 240 000 personnes se sont inscrites sur le site. Un certain nombre de mises en relation ont été faites avec des employeurs qui se sont manifestés. C'est aujourd'hui près de 5 000 personnes qui sont déjà connectées entre elles, des offreurs de bras et des gens qui ont besoin de bras. J'invite vraiment les employeurs de main-d'œuvre à se manifester, à se déclarer. Il y a beaucoup d'habitude dans notre métier de chercher au dernier moment ou de chercher par le bouche à oreille, mais je crois que cette année sera vraiment très différente et qu'il faut s'y prendre assez tôt. Donc un très grand merci aussi à tous ceux qui se sont inscrits, étudiants, indépendants, personnes qui sont au chômage technique, et avec la possibilité de cumuler le chômage technique et le travail de saisonniers en exploitation agricole, c'est une possibilité qui intéresse pas mal de gens. Satisfaction aussi de voir que le ministère de l'Emploi a lancé une plateforme, elle aussi, complémentaire de ce que nous avons fait, plutôt pour le secteur industriel et du transport. Le taux d'absentéisme dans les entreprises ne s'est pas dégradé, il reste aux environs de 10-15%. Mais dans les régions les plus touchées par le Covid-19, on peut arriver jusqu'à 30-35% chez nos amis du Grand Est ou même dans certaines entreprises des Hauts-de-France. Et nous avons besoin de bras aussi en aval de nos exploitations pour que nos produits soient transformés, transportés, livrés, emballés et arrivent à bon port. Une question qui nous est arrivée aussi sur le sujet des produits phytosanitaires et la décision qui a été prise par le gouvernement de publier à la fois sur le site du ministère de l'Agriculture et dans la foire aux questions phyto, le fait que les chartes de riverains, les chartes de bon voisinage riverain, lorsqu'elles sont déposées auprès du préfet ou lorsqu'elles sont mises en consultation, permettent de réduire les distances, notamment de 5 mètres à 3 mètres, qui était une réponse attendue depuis la promesse et l'engagement du président de la République au Salon de trouver une solution pour que les agriculteurs ne soient pas en insécurité juridique sur les semis d'automne et de printemps. C'est chose faite, c'est publié. Alors j'ai vu que ça suscitait des réactions de la part des ONG. Je veux leur dire qu'il n'y a pas du tout de tromperie, c'est ce qui avait été prévu. Bien sûr, nous n'avions pas, nous, prévu que les élections municipales soient repoussées et ne se tiennent pas en mars comme prévu, mais soient repoussées pour l'instant à juin. Nous n'avions pas prévu non plus que la pandémie se répande autant et bloque tout, y compris les consultations du public. Et donc, ce que nous avons fait, c'est déposer nos chartes dans 25 départements pour faire en sorte que les préfets qui ont cette charte aujourd'hui donnent la possibilité d'afficher ces réductions. Et il y aura la consultation ensuite, donc il n'y aura pas de hold-up ou de confiscation de la consultation, elle aura bien sûr lieu, mais après. Voilà ce que je voulais vous dire sur les principaux sujets. Et puis un dernier point d'information, nous avons voté le report de notre Assemblée générale à l'année prochaine, donc dans le département des Deux-Sèvres toujours et aux mêmes dates. Mais nous avons dû rééchelonner un certain nombre d'événements. Nous tiendrons notre Assemblée générale statutaire le 18 juin à Paris, dans le cadre du Conseil fédéral tel qu'il est programmé aujourd'hui. Notre conseil d'administration du 1er juillet, qui se passera sur 2 jours, sera le conseil électif pour le nouveau conseil d'administration et le nouveau bureau de la FNSEA. Et la ratification du rapport d'orientation consacré au climat, faire du changement climatique une opportunité pour l'agriculture, sera débattue en septembre, tout comme le rendu du travail @FNSEA 2025, qui est un travail très important, introspectif sur le fonctionnement de notre organisation. Voilà, malgré le coronavirus et le confinement pour nous tous, nous continuons à travailler beaucoup en visioconférence, nous essayons de lever les problèmes les uns après les autres et nous restons à l'écoute de notre réseau.